À 12 ans, j'ai compris ce que le mot violence voulait vraiment dire. J'avais confié mon secret à ma meilleure amie. Un secret lourd, brûlant, que je portais depuis toujours. Un jour, on s'est disputé. Elle l'a répété à la pipelette de l'école. En quelques heures, tout le monde savait. Tu as le sida. Je ne veux pas que tu manges à côté de nous. Je me suis retrouvée seule, désignée, pointée du doigt. Mes parents ont dû me changer d'école. Mais en réalité, mon histoire avait commencé bien avant ça. Bien avant les insultes. Bien avant la honte. Je suis née le 14 mai 1989 à Bucarest, en Roumanie, en pleine dictature de Ceausescu. Un pays écrasé par la pauvreté, des hôpitaux qui manquaient de tout. J'ai été abandonnée à la naissance. Et déjà, j'étais malade. Ma mère biologique m'avait transmis l'hépatite B pendant la grossesse. J'ai passé une semaine à l'orphelinat avant d'être renvoyée d'urgence à l'hôpital, trop faible pour survivre ailleurs. Là-bas, les infirmières n'avaient presque aucun matériel. Elles sortaient une seringue de leur poche, piquaient tous les bébés de l'étage, puis la remettaient dans leur poche en fin de journée. C'est comme ça que j'ai été contaminée. Une seringue infectée. Le VIH. Beaucoup d'autres bébés ont été contaminés. Sans soins, sans adoption dans un pays capable de fournir des traitements plus tard, je suis probablement une exception. Mes parents adoptifs suisses savaient presque tout avant même de me ramener. Ma mère adoptive, infirmière, soupçonnait un problème. Elle avait donné à mon père du matériel stérile suisse pour qu'il prélève mon sang lors de sa première rencontre avec moi. L'échantillon a été analysé en Suisse. Le verdict est tombé, séropositive. À l'époque, il n'y avait pas de traitement efficace. À Genève, on comptait jusqu'à 10 enterrements par jour liés au sida. Les gens mouraient les uns après les autres. Mes parents ont décidé de m'adopter quand même. Leur objectif ? M'offrir la fin de vie la plus digne possible. Que je sois aimée. Entourée. Pas abandonnée dans un lit à barreaux rouillés. Ils ont même rencontré ma mère biologique. Elle a signé l'acte d'abandon devant eux. Avec un dictionnaire, ma mère suisse a essayé de comprendre son choix. Pourquoi elle ne pouvait pas me garder ? J'ai grandi en sachant que j'avais le petit virus. Mes parents m'expliquaient que dans mon corps, il y avait des petits soldats qui défendaient un château contre un envahisseur. Je n'ai jamais eu l'innocence complète des autres enfants. À 7 ans, je savais à quoi servait un préservatif. À l'hôpital des enfants de Lausanne, je me souviens courir dans les couloirs avec une perfusion attachée au bras. Les maîtresses savaient que j'étais séropositive, au cas où je me blesse. Mes camarades, eux, ne devaient rien savoir. C'est un secret, me disaient mes parents. Même dans ma famille, il y avait de la peur. Une tante refusait que je porte ma cousine, de peur que je lui transmette le virus. À 7 ans, j'ai déclaré une maladie opportuniste. Nausées, vomissements, diarrhée, arythmie, fatigue extrême. Ma mère me portait sur les balançoires comme un bébé. J'ai eu un zona sur tout le crâne, un herpès dans la gorge, 41 de fièvre. Je n'ai presque pas mangé pendant un mois. Ma croissance s'est arrêtée pendant près d'1 an. En 1996, les premiers antirétroviraux pour enfants sont arrivés. Des sirops à garder au frigo, à prendre à heure fixe, le ventre vide. Pas de goûter. Peu d'anniversaires. Le Norvir, un sirop atrocement amer, m'a brûlé les papilles au point que pendant des années, j'ai eu besoin de nourriture extrêmement épicée pour ressentir quelque chose. Pour survivre mentalement, je me réfugiais dans l'imaginaire. Je me déguisais. J'incarnais des chevaliers, des héros. Je lisais énormément. J'ai grandi dans une famille croyante, et ma foi m'a donné une raison d'espérer. En 1997, à la conférence internationale de lutte contre le sida à Genève, j'ai compris que je n'étais pas seule. Des chercheurs, des médecins, des patients du monde entier. J'ai entendu parler de Nkosi Johnson, un petit garçon sud-africain porteur du VIH, décédé en 2000. Le voir prendre la parole m'a donné du courage. À l'époque, VIH et sida étaient confondus. Les gens pensaient que c'était une condamnation à mort. Qu'on ne pouvait ni aimer, ni se marier, ni avoir d'enfants.
À l'adolescence, les comprimés ont remplacé les sirops. Effet secondaire, une mauvaise répartition des graisses. Tout allait dans mes seins et mon ventre. Mon visage devenait creux, mon corps très fin ailleurs. Le VIH devenait visible. Je ne trouvais pas de vêtements à ma taille. Les garçons me regardaient comme un objet. Les filles faisaient des remarques. Je me changeais aux toilettes pour éviter le vestiaire. Je ne pouvais pas courir sans douleur. Les soutiens-gorge devaient être achetés dans une enseigne spécialisée, si cher que l'assurance en remboursait une partie. À un moment, j'ai arrêté mes médicaments. Je les cachais dans un sac plastique au fond de mes chaussettes. Des milliers d'euros de comprimés. Je me sentais moche. Inconfortable. Les médecins ont vu que ma charge virale remontait. Ma mère a trouvé le sac. J'ai vu une chirurgienne pour une éventuelle réduction mammaire. Elle m'a dit d'attendre mes 20 ans. Je suis sortie encore plus dévastée. À 20 ans, une docteure m'a dit, le VIH est un serial killer. Il vous traquera et vous tuera si vous continuez comme ça. Vous allez prendre vos médicaments tous les jours à la pharmacie, devant le pharmacien. C'était humiliant. Infantilisant. Mais j'ai accepté. La première fois, il m'a fallu 2 heures et du coca pour avaler 12 comprimés énormes au goût infect. Pendant 7 ans, j'ai été suivie ainsi. Au début tous les jours, puis progressivement moins. J'ai ritualisé la prise, même musique, même ordre des comprimés, même boisson. J'ai appris que l'ennemi n'était pas le médicament. L'ennemi, c'était le virus. J'ai repris un suivi psychologique. Aujourd'hui encore, je vois une psychiatre qui m'aide à mettre de l'ordre dans mes pensées. Un jour, j'ai imaginé parler au virus. Je lui ai dit, c'est moi qui décide. Tu es un colocataire indésirable. Mais je suis la patronne. Depuis, je n'ai plus jamais été malade à cause de lui. Dans mes relations, j'ai souvent utilisé l'histoire de ma contamination comme un passeport. Ce n'est pas ma faute. Parce qu'il existe une hiérarchie dans la tête des gens, victimes ou coupables. Moi, on me pardonnait. D'autres non. Aujourd'hui, je suis en couple. Mon compagnon connaissait mon VIH avant même de me rencontrer. Un jour, le préservatif a craqué. Nous avons couru à l'hôpital. J'avais une virémie indétectable. Il n'a pas été contaminé. Il est resté. J'ai accouché par voie basse. L'accouchement a été compliqué, mais mon bébé n'a rien. Aujourd'hui, je vais bien. Le VIH est toujours là. Un squatteur devenu un compagnon grincheux. Cela fait 36 ans qu'il partage ma vie. Il a façonné mon identité. Je sensibilise, je témoigne, je fais de la prévention. Mon message est simple, indétectable égale intransmissible. Être séropositif aujourd'hui, quand on prend correctement son traitement, n'est pas dangereux pour les autres ni pour soi. Et le VIH et le sida sont 2 choses différentes. Je ne suis pas le virus. Mais il fait partie de mon histoire. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. Mais on choisit ce qu'on en fait. La vie peut nous imposer un fardeau, une injustice, une épreuve que l'on n'a pas méritée. Pourtant, ce qui nous définit vraiment, ce n'est pas la blessure, c'est la manière dont on décide de se relever. Transforme ta douleur en force. Ton histoire ne te condamne pas. Elle peut devenir ton pouvoir. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.